Hervé est donc né en 1975, donc c'est un jeune. Il a un job en or, DGA du Ponant. D'où le teint allé, l'air réjoui, c'est un garçon heureux. Il est diplômé d'une grande école, ingénieur, doublé d'un MBA. Et ta carrière, tu la débutes à Séoul et tu t'es occupé de construire le TGV de Séoul, le train. Ouais, dans le cadre de la Coupe du Monde 2022. Ouais. Qui a eu un peu de retard du coup. Enfin, le TGV a eu un peu de retard, mais voilà, j'ai commencé ma carrière comme un bon ingénieur des ponts à construire. Et tu étais basé à Séoul, quoi. Ouais, basé à Séoul, ouais. Ensuite, retour en France au sein de la compagnie AXA. Et là, c'était le moment de la fusion avec UAP, avec son dernier président, Friedman, de mémoire. Vrai choc des cultures, deux boîtes complètement différentes. Et je m'occupais de la fusion des forces de vente. Donc des gens qui, globalement, ne veulent pas travailler ensemble et qui sont obligés de travailler ensemble. Ouais, Comme plein de fusions, donc il y avait un vrai sujet de transformation et d'engagement des collaborateurs. Et des gens que tes concurrents pendant longtemps qui ne s'aimaient pas trop, quoi. Alors ensuite, pour te punir, tu rentres dans le conseil chez A.T. Kearney. Là, ça va durer quoi, 7-8 ans, c'est ça? 8 ans, ouais. 8 ans. Ton meilleur et ton pire souvenir, cette période? Le meilleur, c'est globalement quand le client ne pose pas de questions et qui dit super, bravo. Et le pire, c'est quand il te torture. Et voilà, non, le pire, c'est quand tu vas dans des sociétés qui vont très mal et que tu dois faire des plans de licenciement, etc., qui sont nécessaires, et tu vois les gens, et voilà. C'est humainement difficile, quoi. Ouais. 2006, tu arrives dans le secteur du tourisme, chez Carlson Wagonlit Travel. Et donc là, quel était ton périmètre? Il était national, international? D'abord national, France, ensuite Europe, et ensuite j'étais directeur de la stratégie monde. Donc j'ai aidé le patron monde à réduire les effectifs, parce que malheureusement, c'est des sociétés qui structurellement doivent réduire leur staff. Alors après, donc, tu atteins ton nirvana professionnel en 2013, ça y est, tu rentres chez Ponant, c'est quand même pas mal le Ponant. Un petit mot sur l'historique, la boîte a été créée en 88 et il y a eu pas mal de propriétaires différents. Hein. Ouais. Qui connaît le Ponant, la compagnie du Ponant, les croisières? Ah, pas mal hein. Et qui a voyagé? Parce que je pense que la question n'a pas été posée. Personne n'a voyagé? Ah si, un client viendra un voir client, monsieur. est-ce qu'il était heureux le client, moi? Bon, ça a de la chance, Hervé. Hein. Oui, très heureux. Mais je pense que tu as 100% de clients heureux quand même, non? Oui, ouais. Globalement. Bah, après, il y a toujours des gens un peu compliqués, mais ça gère. Ah bah oui, c'est sûr qu'il y en a, on va en citer 2-3 ici, là. Ouais. Donc Ponant, c'est une compagnie un peu à part dans le monde du tourisme, enfin dans le monde de la croisière, c'est des navires 40 fois plus petits que les navires Costa et MSC qu'on peut voir. Des navires globalement d'une centaine, 150 clients à bord, qui vont globalement en Antarctique, en Arctique, en Méditerranée et dans des régions lointaines, genre la Polynésie, la Nouvelle-Zélande. Voilà, je suis arrivé à une période où la société était globalement 10 fois plus petite que celle aujourd'hui. Elle faisait à peu près 60 millions, là elle en fait 500 millions de chiffre d'affaires. Avec un objectif, la société venait d'être rachetée par un fonds d'investissement avec une vraie transformation, puisque ça a été fondé par un marin en 1988. Et donc, pour la première fois, il y a eu un fonds d'investissement qui arrivait et qui mettait un peu de sous pour développer la boîte. Et avec un choc des cultures entre un marin qui avait des méthodes un peu de marin, quoi. De marin, mais qui avait du bon sens, et avec des jeunes gens comme moi qui arrivent et qui sont là pour faire développer la boîte. Et je pense qu'on a réussi à créer une belle marque, une jolie marque, et des clients aujourd'hui qui sont plutôt contents. Et aujourd'hui, donc les actionnaires sont heureux. Qui sont les actionnaires? Aujourd'hui, c'est François Pinault, ouais. qui a racheté l'entreprise il y a 8 ans. Il est heureux, moyen heureux quand même, parce qu'il a quand même dégusté pendant le Covid. Hein. Ouais, c'était compliqué quoi. Ouais, donc tout s'est arrêté, bon bien sûr. Ah ouais, on a pris très très cher. En un jour, tu perds tout ton chiffre d'affaires. Donc les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, tu perds tout d'un coup. Et pendant 2 ans, on a fait on était en activité de 15 à 20% de notre chiffre d'affaires traditionnel. Donc tu as des coûts. Donc la question c'est est-ce que tu vires ou pas? Nous on décide de ne pas virer, de garder tous les salariés. Combien de personnes au total dans le groupe vous aviez à l'époque? On était 600 dans les sièges et 2000 dans les bateaux. Ouais. Et donc ça a été conservé en se disant ça va partir. Ouais, et grâce à François Pinault, honnêtement, il a joué le jeu, il a joué un vrai rôle d'actionnaire positif. C'est un actionnaire évidemment exigeant, mais on va dire humain. Absolument. Et donc il a joué son rôle de soutenir la marque et de jouer le pari de l'avenir et de l'amélioration de l'offre. Et voilà. Et donc là aujourd'hui, ça reprend vraiment très bien. Alors aujourd'hui, fais-nous saliver. Quelles sont les grandes destinations, les destinations phares en tout cas? Les destinations phares, globalement, c'est l'Antarctique et l'Arctique, qui sont vraiment des voyages d'une vie. Ça existe toujours, ça? Ouais. Ah, il y a toujours ouais. On en parlera, on pourra en parler plus tard. C'est vrai qu'on se fait défoncer sur la partie écologique, mais oui, ça marche bien. Puis c'est vraiment des voyages transformatifs, c'est-à-dire tu reviens, tu es différent. Donc tu as payé cher déjà, mais
Alors, combien de temps ça dure et combien ça coûte? On va faire un petit peu de... Ça coûte, 30. non, ça coûte 20 000 € à deux. 20 000 € à deux, d'accord. Et pour une dizaine de jours. Dizaine de jours, d'accord. Et donc là, c'est les destinations phares. Ouais, Antarctique, Arctique. Après, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie, l'Australie, ça marche bien. Et puis pour l'Access Ponant, un truc un peu moins cher, qui commence à partir de 6 000 € à deux, 7 000 € à deux, les croisières en Med, en Méditerranée. En Méditerranée, quoi. Venise, etc. Et alors, parfois, alors ça, c'est un type de croisière positionné très haut de gamme, on va le dire. Hein. Ouais. L'image de la croisière, parfois, ça fait un peu la croisière s'amuse, ça fait un peu ringard à mort, non? Mais ouais, déjà, l'image est pas bonne. C'est la quintessence du surtourisme, du mauvais tourisme, du tourisme de masse, des immeubles sur mer, un truc qu'on a envie de dégueuler. Et nous, on est dedans, en fait. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Ouais. Vous avez racheté Paul Gauguin, une compagnie? Ouais, la compagnie Paul Gauguin. Ouais. C'était quoi la synergie par rapport à vous? Eh ben, croisière haut de gamme en Polynésie, très ancrée sur la destination. Et puis, une clientèle américaine qu'on cherchait à développer. Et donc les destinations dans les 5 ans un peu de prospective, qu'est-ce qui va faire fantasmer tous les jeunes? D'ailleurs, la clientèle, elle a quel âge? Bon, il faut un peu de sous, donc il faut être un peu âgé peut-être. Comme là. Ouais. Parfait. 60-65 ans d'âge moyen. Non, 60-65 ans d'âge moyen. Je vais te faire engueuler, là, et donc la clientèle, voilà, donc eux, c'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat pour pouvoir s'offrir quelques jours. Ouais. Et les destinations qui pourraient pointer le bout de leur nez, qui n'existent pas encore aujourd'hui? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, on n'a pas de méthode de R&D pour voilà. En fait, pas grand-chose. Les gens recherchent à la fois des destinations très classiques parce qu'ils ont envie de vivre une expérience à bord incroyable, puis on fait venir des intervenants, des conférenciers, etc. Mais voilà, après les Galapagos, Madagascar, les Seychelles sont des destinations qui marchent bien. Et les enjeux RSE pour une boîte comme le Ponant? Ils sont massifs. Il n'y a pas une conversation avec un employé, avec un nouveau collaborateur en entretien, avec un investisseur, avec un client, avec un journaliste, où on ne parle pas de ça. C'est compliqué, mais en fait, c'est tout le sujet de la RSE dans toutes les entreprises qui ont une activité. C'est vrai que la croisière, comme je l'ai dit, c'est la quintessence de plein de mauvais trucs qu'on a en tête. Elle a beaucoup dégusté pendant le Covid. C'est des activités qui sont à la fois de luxe. C'est-à-dire qu'en fait, qui veut soutenir une activité qui va emmener des clients prendre des photos d'ours blancs en Arctique, riches en plus. Ça fait pas très gilet jaune, donc c'est compliqué. Mais en même temps, voilà, donc nous... Il y a une clientèle pour ça s'appelle du haut de gamme aussi. Oui. Il y a eu des expériences uniques. Non, mais sur la partie RSE, pour répondre à ta question, tu as deux manières de faire. Soit tu dis on arrête tout, on fait du Greta Thunberg, etc. Soit on fait à l'inverse un peu du Elon Musk, entre guillemets, et on va vers des nouvelles technologies. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On est en train de construire un navire qui, Cocorico, sera le premier navire au monde à être zéro émission. Au monde. On a été élu 5 fois de suite la meilleure compagnie de croisière en termes écologiques. Alors c'est facile, on est petit, donc c'est des impacts maîtrisés, raisonnés, contrôlés. Mais c'est vrai qu'on est dans l'élan de la croisière et c'est compliqué de sortir du lot. On arrive à le faire, mais il faut le travailler. Et alors Hervé, avant les questions spontanées, est-ce que le vin et la gastronomie, parce que nous on est quand même très vin et gastronomie ici, c'est également dans la génétique, dans la philosophie du Ponant? Il faudrait qu'on organise un truc avec le cercle. J'y réfléchis là, c'est évident. Ouais, avec plaisir. Mais enfin... on fait des croisières œnologiques. On en fait 3-4 par an. On fait avec Cuisiner Vin de France, on fait avec Relais Château, on passe au Château Latour. On a construit un pont. Château Latour, mais à qui appartient le Château Latour? Oh là là, c'est incroyable. Donc chaque année, on passe. Château Latour, normalement, ils reçoivent que 10-15 personnes. Nous, on arrive avec un bateau. Alors, on n'est pas énorme, mais on est une centaine de personnes. C'est vrai que ça leur change leur manière de voir. Bon, donc ça, c'est des moments assez uniques quand même. Hors norme. Il y a deux sujets. L'équation économique, elle est plus c'est gros, plus c'est rentable. Oui. D'accord ? Par contre, l'équation écologique, c'est plutôt l'inverse, globalement, même s'il y a des contestations. Moi, je pense qu'à la fin de l'histoire, c'est les clients qui... Enfin, moi, j'arrive plus à comprendre en fait cette démesure, même si j'ai été client, Costa, oui. etc. Enfin, j'ai 4 enfants, etc. Donc, on a fait les trucs, les toboggans et tout. C'est sympa, mais à un moment, ça va s'arrêter, c'est la fin de l'abondance. On aimerait bien le faire en France, au chantier de l'Atlantique, mais ils sont pleins des gros bateaux dont on parle là, qui payent plus cher probablement que nous. Et donc nous, malheureusement, on doit les faire avec Fincantieri, qui est le plus gros constructeur naval en Europe, et il nous les fait construire dans sa filiale en Norvège.
on a essayé de se battre pendant le Covid. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. On n'a jamais baissé la communication, ou très peu. Quand il y a eu le Covid est arrivé le 15 mars, on s'est dit il faut repartir. Et on s'est battu, mais comme des damnés, à être la première compagnie de croisière au monde, alors qu'on est tout petit, à repartir. Le 11 juillet, le départ était samedi 11 juillet, le départ 2020. Le navire partait à 16h, le décret français est sorti à 9h le matin, signé à 9h le matin. On s'est battu pour faire ça. Pendant une semaine, on était la seule compagnie avec 5 navires à naviguer. On était leader mondial. On était tranquille sur la mer. Hein. Ouais. Non mais cocorico, tu vois, honnêtement, tu as des mastodontes, tu as des boîtes qui font... C'est un marché de 50 milliards. C'est juste des mastodontes, MSC, Costa, Carnival, Royal Caribbean, des trucs qui n'ont pas réussi à repartir. Nous, on est reparti, grâce à la France, du reste. Donc, on n'a pas baissé la communication. On a fait un gros plan de relance à ce moment-là. Et tout le long, on a essayé de garder, de titiller, évidemment, après, le CRM, les newsletters, etc. Mais on n'a jamais vraiment résigné. On ne s'est pas résigné à se laisser tomber. On est resté en mouvement et on s'est battu, mais comme des fous. Bon, donc il devait être brillant, les deux ont été super bien, les trois, d'ailleurs les 5 aussi. On l'applaudit. Alors n'oublie pas, hein, pour vos vacances, c'est peut-être complet cette année-là, mais pour l'année prochaine, il y aura quelques places. En tout cas, il faut soutenir Hervé, c'est important, le directeur général de cette belle compagnie du Ponant, un garçon génial. On l'embrasse et on le salue chaleureusement. Là.